Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire une petite précision. Je suis complètement désolée, j'ai oublié que j'avais un podcast. Et vu mon mode de vie actuel, je pense qu'on va passer à un épisode par mois et je vous demanderai du coup de voter sur Instagram comme on a fait maintenant pour choisir le thème. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la cohabitation chien-chat et je vais principalement vous parler de mon expérience. Donc c'est pas forcément pareil chez tout le monde et il est important de se faire accompagner et de prendre en compte que certains individus ne peuvent tout simplement pas vivre ensemble. Pour vous donner quelques chiffres, donc selon la Falco, aujourd'hui, on a 43% des foyers français qui possèdent un chien ou un chat. On a près d'un foyer sur 3 qui possède un chat et un foyer sur 5 qui possède un chien. Je n'ai évidemment pas trouvé de chiffres sur le nombre de foyers avec des chiens et des chats. On est donc sur deux espèces différentes qui ont des besoins différents et des façons différentes de communiquer. Il est quand même important de rappeler que les chiens et les chats ont des compétences dans la communication avec d'autres espèces, qu'ils ont de l'attachement envers leur propriétaire, leur humain référent. Chez ces deux espèces, le sens de l'olfaction est très développé et ils utilisent les postures, les expressions faciales et les vocalisations pour communiquer. Donc moi, pour vous raconter ma vie, du coup, je vivais avec Elliot quand on a adopté Jean-Michel. On a un peu fait ça n'importe comment, puisqu'on n'était pas trop au courant si Jean-Michel était ok chien. Par contre, moi, je savais qu'Elliot n'avait jamais montré un seul signe d'agressivité ou de prédation envers un chat, et j'avais vraiment confiance en mon chien à ce moment-là. Donc on a amené Jean-Michel, qui avait des points en hauteur sur lesquels Elliot ne pouvait pas monter parce qu'il était trop vieux. Et du coup, tout ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai adopté Bocuse, donc Bocuse qui était beaucoup plus grand. Donc pour rappel, Bocuse c'est un chien qui vient de Guadeloupe, qui fait 28 kilos. Oui, il a perdu du poids. Et je l'ai pris, entre autres parce qu'il était ok chien et chat. Il avait vécu dans une famille d'accueil pendant quelques mois en Guadeloupe, avec des spitz et des chats. Donc je savais que ça allait bien se passer avec Jean-Michel. Sachant que quand il est arrivé, tant qu'il y avait Elliot, ça se passait super bien. Et quand Elliot est décédé, Bocuse avait tendance à vouloir jouer avec Jean-Michel, et évidemment, Jean-Michel n'avait pas du tout envie et ne voyait pas ça comme un jeu. Et enfin, quand j'ai adopté Mikey, du coup Mikey c'est un chat de laboratoire, donc je savais qu'il était ok chat, puisqu'ils vivent en groupes sociaux de leur espèce, et je savais qu'il était ok, relativement, en tout cas ok chien, puisque c'est celui qu'on utilisait pour tester les chiots, pour voir leurs ententes chat avant leur adoption. Donc tout ça pour vous dire que j'ai quand même fait un gros schmilblick qui a quand même bien marché. Et c'est vrai que à chaque fois je comptais sur la confiance que j'avais dans les animaux déjà présents chez moi et que je me suis quand même un peu renseignée avant chaque adoption, sauf Jean-Mich, pour savoir un peu à quoi je devais m'attendre. Il faut savoir que tout s'est bien passé, on n'a jamais eu d'accident à la maison, je touche du bois, et que globalement Elliot dormait avec Jean-Mich sans problème et qu'aujourd'hui Boc dort avec Michael presque toute la nuit et il dort avec Jean-Mich quand on est en déplacement. Je pense que ça les rassure tous les deux. C'est aussi important de savoir que Bocuse a très rapidement fait la différence entre chat gentil et chat méchant. Alors non pas que Jean-Michel soit méchant ou agressif envers Bocuse, mais Jean-Michel, comme son nom l'indique, c'est un type un peu aigri, qui aime pas spécialement le contact tactile. Donc voilà, Bocuse, maintenant, quand il saute sur le lit ou qu'il a envie de monter sur le canapé, bah si à Jean-Michel, il fait hyper gaffe, voire il n'y va pas et il attend
ma validation. Par contre, si à Michael, il lui marche dessus sans aucun problème. Petite précision importante aussi, Michael est un chat géant qui fait 10 kilos, qui fait la toilette de Bocuse, dort contre lui, il joue avec lui comme si c'était un chien. Enfin bon, les deux s'entendent tellement bien que oui, Bocuse peut lui marcher dessus, ça pose aucun problème. Donc je voulais faire un petit point sur ce qui est important, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, et c'est vrai que sur la question de est-ce que je peux adopter un chat ou est-ce que je peux adopter un chien alors que j'ai déjà l'autre espèce, j'ai pas de réponse clé en main, c'est pas toujours oui. Et c'est pas toujours non, et parfois c'est même un peu, on peut essayer de tester. Moi, ce qui peut m'énerver, ça va être de prendre un animal sans peser, enfin sans prendre conscience surtout des conséquences qu'il peut y avoir, sachant que quand on met un chat face à un chien de 30 kilos, on peut s'exposer à ce que le chien tue le chat, ce qui est quand même pas une petite conséquence. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est les associations qui disent « Oui, prenez notre chat, on verra si ça se passe bien avec votre chien. » Alors, comment dire que je ne prends pas le risque qu'un chat s'énerve contre mon chien et que mon chien réponde vu la taille du morceau et vu la taille de ses dents. Donc voilà, il y a toujours des situations à peser. Parfois, on n'a pas le choix aussi. On va se retrouver à récupérer l'animal d'un parent décédé ou un animal qui traîne dans la rue et on va se dire « Oh bah tiens, pourquoi il viendrait pas vivre à la maison ?» Et parfois, on a beaucoup de chance et parfois pas du tout. Bref, dans ce qui est important pour moi, en tout premier lieu, c'est le choix de l'individu. On n'oublie jamais qu'avant une espèce, on est sur un individu qui va, par exemple, comme Michael, pouvoir adorer le contact avec les chiens au point de se comporter parfois comme un chien et de préférer d'ailleurs le contact avec un chien qu'avec un chat. Ou, comme Jean-Mich, être un peu coinsos et pas avoir forcément envie qu'un chien vienne le renifler sans montrer d'agressivité. Au niveau de l'individu, il y a des situations où c'est vraiment bof. Par exemple, si on vous dit que on est sur un chien qui fait déjà de la préda. La préda, en général, sur les petits animaux, ça peut amener de la préda si votre chat se met à courir devant le chien. Donc ça, c'est des situations où il faudra prendre énormément de pincettes et vraiment se faire accompagner. Si vous avez par exemple 4 chiens de berger qui font déjà de la préda et qui ont tué un chat, s'il vous plaît, on ne teste pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est dangereux, et moi, face à faire un test et voir qui peut coûter la vie d'un chat, clairement, ça me tente pas du tout. Il y a une importance de l'âge. Alors moi, du coup, pour mes âges d'adoption, pour vous remettre dans l'idée, j'ai adopté Jean-Mich, du coup. Jean-Mich, il avait 9 ans, et Elliot en avait 9 aussi. J'ai adopté, du coup, Boc et Jean-Mich la même année, donc Jean-Mich février 2020. Vous vous souvenez bien de cette date. Et Boc en octobre 2020. Du coup, Boc avait 1 an, Jean-Mich avait 9 ans, et donc ça va faire 3 ans que je vis avec les deux, et du coup j'ai adopté Mikey qui a 3 ans. Bref, tout ce schmilblick pour vous dire que moi j'ai toujours adopté en ayant des individus adultes à la maison, et en adoptant déjà des individus adultes, et du coup un peu construits. Donc bref, il y a une étude en 2008 qui a montré qu'il y avait une importance de l'âge. Donc eux, ils ont interrogé des propriétaires de chiens et chats et ils ont fait aussi des mesures comportementales. Donc dans cette étude, ils disent que les résultats suggèrent que la majorité des chiens et chats comprenaient le langage corporel particulier par l'autre, même s'ils avaient une signification opposée, et que plus l'âge de la première rencontre entre les deux espèces est précoce, meilleure est cette compréhension. Ils en concluent que l'exposition précoce des deux espèces à la présence de l'autre va faciliter l'apprentissage du langage corporel de l'autre et donc l'établissement d'une relation amicale. Donc ça veut dire que même si vous adoptez pas vos individus, chiens ou chats jeunes, il faut essayer en tout cas de s'assurer que avant ils ont connu l'autre espèce et que entre autres ça s'est bien passé. Si vous me dites oui on va prendre un chien qui s'est déjà fait tarter par un chat, bof. Et inversement, si vous me dites oui, on va prendre un chat qui a vécu en ferme et qui se faisait tout le temps courser par les chiens et on va les mettre dans un petit appartement, bof aussi. Dans cette même étude, il montre d'ailleurs que y a eu une meilleure relation entre les deux animaux quand le chien était adopté en dernier. Donc quand les gens avaient déjà un chat, puis prenaient la décision d'adopter un chien. Et ils ont aussi vu que c'était pas une différence sur le comportement du chat, mais une différence sur le comportement du chien. En fait, lorsque le chien était adopté en premier, il montrait plus d'agressivité ou d'indifférence envers le chat et il était plus amical entre guillemets avec lui s'il était adopté après le chat.
C'est deux espèces où il n'y a pas vraiment de territoire, donc on peut pas se dire que c'est une question de territoire. Après, moi, ce que j'en vois de mon expérience personnelle et de l'expérience que j'ai vue chez mes clients en éduc, c'est que les chiens vont être quand même plus sympas avec les chats s'ils arrivent et qu'il y a déjà un chat, et qu'au contraire, si on leur ramène un chat et qu'ils n'ont jamais vu de chat et que le peu de chats qu'ils ont vu c'était dans la rue, sachant que 3/4 des chiens ont envie de courser un chat dans la rue, bah forcément il va avoir envie de le courser et il va éventuellement pas être très tendre avec lui. Mon deuxième conseil, c'est de sécuriser. En tant qu'humain référent, on est là pour cadrer les interactions. Donc si notre chien est chiant, c'est à nous de lui demander d'aller voir ailleurs et c'est pas d'attendre que le chat lui foute une tarte. Et inversement, si on voit que notre chat est trop envahissant, qu'il respecte pas du tout la zone de confort de notre chien et que notre chien envoie 3000 signaux d'apaisement, bah c'est à nous de dire au chat, ok, bon là t'es chiant, tu vas aller dans une autre pièce. Pour la première rencontre, je vais vous donner un conseil que je n'ai pas appliqué, mais que j'appliquerai à l'avenir, qui est d'attacher le chien en harnais et de tenir le chat, soit dans vos bras, mais vous ne mettez évidemment pas le chat au-dessus de la tête du chien, ou vous collez pas le chat au chien qui est attaché, ou en tout cas de le maintenir à distance, de pouvoir le maintenir à distance, donc soit avec une barrière, soit avec vos mains, histoire que si le chat décide de trucider votre chien, il n'y ait pas accès. Évidemment, pour tout ça, on vous demandera d'être en laisse détendue sur un harnais et pas un collier et de récompenser les deux. Moi, en tout cas, les miens, ils étaient lâchés et on récompensait les deux. Donc moi, Boc, je me rappelle, je le récompensais au cœur de poulet et les chats avec de la pâtée pour chaton, qui est une pâtée très liquide en fait qu'on peut donner directement à la gueule. Je conseille évidemment de ne jamais les laisser seuls au début, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand vous êtes absent. C'est comme quand vous prenez un deuxième chien, on sécurise. Donc soit vous mettez les chats dans une autre pièce qui est fermée, et que le chien ne peut pas ouvrir en appuyant sur la poignée, soit vous mettez une barrière pour le chien, vous pensez bien évidemment à mettre des choses en hauteur, et éventuellement, les premières fois où vous les laissez seuls, vous pensez à mettre une petite caméra et vous n'êtes pas trop loin, comme ça, si ça se passe mal, vous pouvez vite revenir. Les signes inquiétants, moi en tout cas qui me terrorisent et auxquels vous devez faire attention, c'est le chien qui va commencer à fixer et à baver et à s'approcher du chat. Ça, c'est un chien qui a envie de bouffer votre chat. Ça peut se travailler, mais ça peut se travailler en ayant l'espace pour travailler. Si vous êtes dans un petit appart et que vous ne pouvez pas sécuriser, je vous conseille pas de tenter. Et évidemment, le chien qui se jette sur votre chat, ce qui peut arriver. Du côté des chats, moi, c'est pas un chat qui crache, parce que c'est normal de cracher, enfin, pas chez les humains, mais chez les chats. Mais un chat qui va commencer à vraiment faire du bruit, à feuler très fort, à faire et à s'approcher du chien, ça pue. Si vous avez ça, vous savez que votre chat, il a envie d'éclater votre chien. Donc il faudra évidemment sécuriser, retenter dans d'autres conditions et éventuellement ne pas retenter du tout. Il faut aussi organiser l'espace. Donc pour les chats, il faut mettre la nourriture en hauteur, sinon votre chien va passer son temps à la bouffer, mais aussi parce que votre chat va pouvoir manger au calme. Avoir des points de dodo en hauteur et dans des lieux variés. Donc ça, c'est la base du bien-être du chat, mais évidemment encore plus si vous avez des chiens, comme ça si les chiens les embêtent, les chats peuvent monter. Il ne faut pas hésiter à fermer les portes ou à mettre une barrière s'il y a un quelconque risque. Il n'y a rien de mal à sécuriser. Évidemment, vous n'allez pas enfermer votre chat pendant 8 heures dans une salle de bain, mais si vous avez l'espace, vous pouvez éventuellement couper votre appartement ou votre maison en deux, temps de trouver des solutions pour que ça se passe bien et que personne ne meure. Il faut aussi accorder du temps à chacun, donc on est sur des espèces qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, et l'individu qui aura en premier va potentiellement vouloir passer un peu plus de temps avec vous. Donc il ne faudra pas le négliger parce que vous avez un nouvel individu, et ça c'est valable pour toute forme d'adoption. Et enfin, il faudra les aider à créer une relation de qualité. Donc pour ça, vous pouvez récompenser de chaque côté, et vous pouvez aussi les amener à partager des moments de vie. Moi je sais que j'aime bien me poser dans le canapé avec mes 2 chats et mon chien. Je leur fais partager aussi la pâtée, du coup, je sers la pâtée des chats et vu que ça frustre Bocuse, vu que lui, il mange presque plus de pâtée, je lui fais lécher la cuillère et comme ça, tout le monde est content. J'ai aussi un nouveau phénomène dans ma vie, c'est que Michael va manger dans la gamelle de Bocuse. Donc heureusement, par exemple, je n'ai pas un chien qui fait de la protection de ressources et donc qui est OK pour qu'il y ait un gros chat de 10 kilos qui vienne manger dans sa gamelle.
Donc je voulais vous parler aussi des résultats d'une autre étude, cette fois qui date de 2020, où il y a juste eu l'interrogation des propriétaires. D'ailleurs, j'avais eu un commentaire à un moment qui a disparu. Je dis propriétaire parce que c'est comme ça qu'on dit dans les études. Moi, dans ma vie de tous les jours, je dis humain référent. Mais du coup, c'est la traduction de owner et j'avoue que j'ai la flemme de refaire la traduction, enfin de faire la traduction dans ma tête, plus de changer le terme. Du coup, dans cette étude, les chiens et les chats qui vivaient ensemble mangeaient dans des endroits différents et montraient des interactions mutuelles différentes. Il y avait plus de chiens qui allaient lécher le chat. Alors moi, ça c'est un truc que j'ai très peu à la maison. En général, c'est Michael qui commence à galoche Buck et Buck lui répond. Il y avait plus de chats qui ignoraient le chien que l'inverse. Moi, pareil, j'ai l'inverse à la maison où j'ai des chats qui sont plutôt envahissants et qui vont se permettre d'aller embêter Buck alors que Buck se permettra pas ça. Dans cette étude, il y avait presque 70% des chiens et des chats qui dormaient au moins occasionnellement ensemble et 62% qui jouaient ensemble. Il faut savoir que le jeu entre chien et chat, il faut qu'il soit aussi équilibré. Si vous avez un gros chien et que c'est une brute et qui met des grosses tartes à votre petit chat, pas très cool. C'est comme si vous laissiez votre chien jouer avec un chien plus petit ou un chiot. Il faut faire attention à ce que ça se passe bien et pas hésiter à mettre les temps de pause vous-même ou à les faire jouer par exemple sur un objet pour que quand vous sentez que la tension monte un peu trop. Moi par exemple, donc Buck joue avec Michael donc il fait 10 kilos, donc ça va, il peut se prendre un jeu un peu brut. Par contre parfois Buck, quand il monte trop en excitation, il va essayer de le choper avec ses dents. Ça reste du jeu, mais c'est pas très drôle pour le chat. Du coup moi dans ces moments-là, je suis au taquet et je redirige sur une peluche pour éviter justement de rentrer dans une interaction qui pourrait être négative et avoir des conséquences pas cool. J'aime bien la conclusion de cette étude et je la partage totalement. Ils disent que bien que certaines postures corporelles, comme la position de la queue, peuvent être interprétées différemment par les deux espèces, la plupart des chiens et des chats réagissent de manière détendue à plusieurs types d'approches de leurs colocataires. Il conclut aussi qu'il est essentiel de connaître et de respecter les comportements propres à chaque espèce pour établir un équilibre au sein du foyer. Et je conclurai donc là-dessus. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous avez une super base en chien, mais que, comme moi, vous n'avez que eu des chats dans votre enfance, mais vous n'avez pas de connaissances en comportement félin, je vous conseille de bien bouquiner, voire de faire appel à un comportementaliste félin pour qu'il vous aide sur ce côté-là. Et à l'inverse, si vous y connaissez beaucoup mieux en chat, faire appel à un comportementaliste canin pour qu'il vous explique aussi comment aménager l'espace, qu'est-ce que tel comportement veut dire, etc. Le truc important, ça va être vous, en tant qu'humain référent, de vous positionner en personne sécuritaire et surtout en personne de confiance. Vraiment essayer d'accompagner les interactions au mieux. Et si vous voyez qu'il y a des incompréhensions, de les aider à mieux se comprendre. Donc que ce soit en séparant l'interaction, si vous voyez qu'il y en a un qui ne comprend pas, qu'on lui demande un stop, soit justement de les accompagner tous les deux vers un jeu, tous les deux vers une activité type tapis de léchage, recherche de friandises, etc. Si vous avez évidemment des individus qui s'entendent bien et qui ne font pas de protection de ressources. Donc c'était un épisode où je vous parlais plutôt de ma vie, j'ai essayé de vous caler quand même quelques études. Donc le prochain épisode parlera du thème qui sera choisi sur Instagram. Il sortira le mois prochain, parce que je pense que vraiment, si je vous dis 2 épisodes par mois, je ne m'y tiendrai jamais. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties. À vos toutous! Hello, c'est encore moi, la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!